Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à cette présentation des résultats financiers du premier semestre 2023 de Mauna Kea Technologies. Avant de passer la parole au CEO et au CFO de Mauna Kea, un petit mot simplement pour vous rappeler qu'à l'issue de la présentation qui va être faite, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Pour cela, simplement, vous aurez juste à saisir en bas à droite dans le chat votre question et un temps sera dédié donc, pour répondre aux questions. Sacha Combe, je vous passe la parole. Merci beaucoup Thomas, bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce webinaire financier du premier semestre. Désolé, petit problème. D'accord. Ok. Petit problème technique. Donc, webinaire sur les résultats financiers du premier semestre 2023. Vous nous entendez bien? Oui. Thomas, juste confirmation. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Donc, je suis Sacha Loiseau, président-directeur général et fondateur de Mauna Kea Technologies, et je suis ici avec Côme de la Tour du Pin, qui est notre directeur financier, donc CFO. Alors, un agenda très simple. D'abord, petit rappel sur les activités du premier semestre. Ensuite, une revue des données financières. Et puis, quelques mots sur les perspectives. Et enfin, bien sûr, nous vous donnerons la parole pour questions-réponses. Alors, les activités, bon, vous le savez, nous sommes les concepteurs, les propriétaires, les développeurs de la plateforme Cellvisio, une plateforme dédiée en particulier à l'oncologie interventionnelle, c'est-à-dire les interventions sur le cancer. C'est une plateforme unique, protégée par 250 brevets, qui a reçu de très nombreuses autorisations réglementaires, le remboursement aux États-Unis, etc., et qui permet aux médecins donc d'observer les tissus au niveau microscopique en temps réel et de faire de l'imagerie fonctionnelle des tissus au niveau microscopique. Cette plateforme trouve de plus en plus sa place dans un grand nombre d'applications et nous allons justement en parler au début et à la fin de ce webinaire. Les fondamentaux de la société sont justement solides pour le futur de cette plateforme qui, encore une fois, comme je le disais, rencontre de plus en plus d'intérêt de la part non seulement de médecins, mais aussi d'industriels du domaine. Donc, une plateforme unique avec un portefeuille de propriété intellectuelle assez fantastique, avec donc 250 brevets délivrés, une vingtaine d'autorisations réglementaires de la FDA aux États-Unis, le marquage CE pour de très nombreuses applications aussi en Europe, l'accord réglementaire en Chine, au Japon, en Corée, et des codes de remboursement aux États-Unis, des codes de remboursement dits de catégorie 1, c'est-à-dire la meilleure catégorie. Et nous travaillons toujours à l'amélioration du remboursement, non seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays, comme la France, où malheureusement les choses prennent toujours beaucoup de temps. Nous avons acquis une expérience très riche des procédures auxquelles s'adresse le Cellvisio, donc avec des dizaines de milliers de procédures sur des dizaines de milliers de patients. Et la littérature scientifique et clinique ne fait que se renforcer avec un nombre qui peut paraître fou, mais qui est de plus de 1000 articles cliniques sur l'utilisation du Cellvisio dans différents domaines, avec donc des applications très précises sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Nous avons donc depuis maintenant 18 mois à peu près décidé d'un nouveau positionnement stratégique avec des partenariats avec des acteurs qui ont une échelle commerciale beaucoup plus importante que la nôtre. On peut citer donc de façon majeure le partenariat avec Tesli Pharmaceutical, donc une société chinoise de pharmacie qui a une vision stratégique très intéressante puisqu'elle passe de la médecine traditionnelle chinoise à la médecine occidentale et au medical device. Et donc, nous avons formé avec Tesli une joint venture, une co-entreprise qui est maintenant financée, nous allons en parler. Et la joint venture devient notre tête de pont sur le marché chinois, marché sur lequel nous sommes actifs depuis déjà près de 10 ans et dans lequel nous avons une activité nourrie. Nous avons d'autres collaborations majeures que vous connaissez, l'une avec Johnson & Johnson, Johnson & Johnson MedTech, et en particulier ce qui s'appelle la Lung Cancer Initiative, donc l'initiative sur le cancer du poumon. Et nous travaillons avec une équipe sur une vision de la transformation de
du diagnostic et du traitement du cancer du poumon. Et puis, nous avons une alliance stratégique avec la société Telix Pharma, qui est une biopharma australienne qui marche extrêmement bien dans le domaine donc, de l'oncologie urologique et en particulier de la chirurgie de la prostate et du rein. Et donc, ça aussi, ce sont des domaines très porteurs avec une société qui partage une vision avec nous et encore une fois, qui fonctionne extrêmement bien. Donc, ce semestre, nous sommes contents de pouvoir communiquer sur les bénéfices de cette réorientation stratégique, en particulier sur les performances financières de la société. Je ne vais pas dévoiler les chiffres, je vais laisser Côme en parler dans quelques secondes. Mais en plus de tout ça, nous avons, comme vous le savez, renforcé l'équipe de direction. Je suis très heureux d'avoir pu accueillir d'une part une directrice générale adjointe, Nathalie Lecoq, qui nous a rejoint en fin décembre 2022, et puis Côme, qui nous a rejoint il y a quelques mois. Nous avons clairement montré maintenant une efficacité accrue de la force de vente qui est encore là, qui est réduite, mais qui est encore très présente, en particulier aux États-Unis et en Europe. Et puis, nous avons donc concrétisé notre stratégie de partenariat et nous travaillons, bien entendu, à continuer sur ce positionnement stratégique avec aujourd'hui une bonne douzaine de discussions très actives avec des entreprises dans le domaine de la santé. Ça peut être des pharma, des biopharma, des sociétés de santé digitale et aussi, bien sûr, des medtech. Et un pipeline d'applications et de marché qui est très nourri, qui ne date pas d'hier, mais qui arrive justement à des étapes clés. Et on en parlera un petit peu plus dans ce webinaire. Donc, cette stratégie de partenariat, elle a de multiples bénéfices. Elle s'adresse à tous les pans de la société, que ce soit évidemment le développement commercial. Là, l'idée, c'est d'exploiter les capacités commerciales d'acteurs beaucoup plus présents que nous sur le terrain, mais aussi de développer des applications qui peuvent mener à des nouveaux marchés, de pousser nos développements technologiques pour s'adapter justement à d'autres plateformes. Nous travaillons beaucoup sur l'intelligence artificielle et nous avons des choses à raconter là-dessus aujourd'hui. Et donc, de valider l'utilisation du Cellvizio dans des nouvelles aires thérapeutiques qui vont, à terme, représenter de nouveaux marchés. Un petit mot rapide donc, du plan stratégique en Chine. Donc, la JV avec Tasly a été finalisée au premier semestre 2023. Nous avons transféré certains droits de propriété intellectuelle. Un certain transfert de technologie est en cours qui va permettre à terme de fabriquer en Chine une version chinoise du Cellvizio, disons made in China, ce qui permettra d'aller beaucoup plus vite sur le développement du marché chinois. La JV a recruté beaucoup de monde, il y a une équipe de direction, il y a aussi maintenant des gens sur le terrain. La JV aussi travaille à l'élaboration d'un réseau de distribution de très grande envergure sur l'ensemble de la Chine. Et donc, nous rentrons dans une nouvelle phase où la JV va commercialiser, vendre des systèmes, nous en acheter évidemment et renforcer son positionnement marketing et vente. Aux États-Unis, nous avons continué sur une belle trajectoire. On a accéléré donc la progression de la croissance des ventes et surtout la productivité de l'équipe. On a vraiment bien compris nos cibles de marché prioritaires, donc des hôpitaux qui sont ce qu'on appelle donc des hôpitaux communautaires, des community hospitals, ou bien même des plus petits hôpitaux qui sont des centres ambulatoires, par exemple, pour faire de l'endoscopie. Et donc, nous avons prouvé, et nous avons par exemple récemment publié un communiqué de presse sur un exemple parmi de nombreux autres, d'un centre qui est situé à Hawaï, donc un centre où on ne va pas très souvent. On est sur personne sur le terrain à Hawaï, et pourtant qui a réalisé près de 400 procédures par an depuis 3 ans, dans un domaine très important qui est le domaine du dépistage du cancer de l'estomac, donc qui est très proche de ce qu'on fait en œsophage. Et donc, on a aujourd'hui des nouveaux comptes qui ont un volume de procédures très important et donc qui génèrent un revenu significatif pour la société. Donc, on continue sur ces efforts avec bien sûr toujours une force de vente qui est réduite, bien réduite par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes avant mon retour. Donc, on est passé de 20 à 8 vendeurs. Enfin, on a, disons, 7 vendeurs et demi. Et on a pourtant donc, une bonne croissance, comme vous l'avez vu, au premier semestre,
bien sûr, les ventes avaient déjà été communiquées au mois de juillet dernier. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Côme pour passer en revue les données financières du semestre. Merci Sacha. Donc, je suis très heureux de partager avec vous et de commenter ces résultats financiers semestriels qui sont particulièrement encourageants pour la suite. Donc d'abord un point sur le chiffre d'affaires au premier semestre, même si on l'avait déjà commenté en juillet, il y a plusieurs semaines, mais je pense que c'est important de revenir dessus parce que on a montré une performance assez exceptionnelle et qui, selon moi, a pas été assez mise en valeur, ou en tout cas valorisée par le marché. Donc, pour revenir dessus, comme vous le savez, notre chiffre d'affaires repose sur deux piliers. D'abord, le chiffre d'affaires lié à nos ventes de produits, donc de systèmes, de consommables et de services associés à ces systèmes. Et par ailleurs, les licences, ou en tout cas les revenus liés à nos partenariats, qui sont amenés à croître de manière assez forte dans le futur, puisque notre vraie stratégie aujourd'hui, c'est de conclure des partenariats, comme l'a dit Sacha, et donc c'est voué à prendre une place prépondérante. Sur le chiffre d'affaires, donc, on atteint un chiffre d'affaires de 3,5 millions sur le premier semestre, avec une croissance de 14% si on exclut la zone Asie-Pacifique, puisqu'on a eu un impact lié au transfert de notre activité, notamment en Chine, vers la JV avec Tasly. Donc une très bonne performance, et surtout une très bonne performance aux États-Unis, à la fois sur le semestre, mais encore plus sur le deuxième trimestre, puisqu'on a affiché un doublement des ventes aux États-Unis, tiré par la croissance des consommables, mais également du programme PPU, le paiement à l'utilisation de notre système, qui connaît une croissance assez importante, à la fois de la base installée, puisqu'on a, au fur et à mesure des utilisations, on a une croissance assez stable et assez pérenne de l'utilisation. Et par ailleurs, nous ajoutons régulièrement un certain nombre de comptes et pour lesquels on voit une croissance assez rapide de l'utilisation. Donc, ça nous rassure particulièrement sur la trajectoire. Sur le chiffre d'affaires lié aux licences, on a une contribution de 3,3 millions d'euros qui est liée exclusivement à la JV avec Tasly, qui concerne à la fois la reconnaissance de notre liste du revenu de 6,5 millions de dollars qu'on a perçu en janvier 2023 et qui est reconnu linéairement sur 3 ans, et également les 2,5 millions de dollars reçus en mai 2023 liés au transfert de technologie. Donc, au total, nous avons un chiffre d'affaires de 6,8 millions sur le premier semestre, soit un doublement par rapport à l'année dernière. S'agissant du compte de résultat, donc ce qui est important de voir pour le semestre, c'est qu'on affiche un résultat opérationnel et un résultat net positif grâce à la forte contribution de la JV avec Tasly. Alors, quand vous regardez la top line que j'ai commentée, on a une croissance de 101% à 6,8 millions. Ensuite, la marge brute s'est améliorée de 4 points par rapport à l'année dernière grâce à un meilleur mix produit. S'agissant des dépenses opérationnelles, on a constaté une baisse de nos dépenses à la fois en R&D et en marketing, et donc qui est liée à une politique de gestion des coûts assez rigoureuse qui a été entamée surtout sur la partie marketing US l'année dernière et qui continue à produire ses effets sur le premier semestre 2023. S'agissant des dépenses de G&A, les dépenses administratives, on constate une légère augmentation liée à la réorganisation de l'équipe financière, puisque, comme vous le savez, il y a eu un départ de certaines personnes l'année dernière et qui ont amené à des surcoûts sur des prestations de conseil financier, mais qui est aujourd'hui révolue, et aujourd'hui l'équipe financière est bien structurée et désormais opérationnelle. Donc, on arrive à une amélioration du résultat opérationnel courant de 3,8 millions par rapport à l'année dernière, à moins 1,1 million d'euros. Le point important aussi à mentionner, qui est le point significatif du semestre, c'est la reconnaissance d'un résultat exceptionnel positif de 7,7 millions d'euros lié au transfert
de certains brevets à la JV avec Tasly. Donc, juste pour vous rappeler, lors de l'accord du partenariat avec Tasly Pharmaceutical qui a été conclu l'année dernière, il y a eu un certain nombre de contrats qui ont été conclus, à la fois sur la licence, mais également sur le transfert de certains brevets dans la neurologie qui étaient absolument pas utilisés par la société parce que ce n'est pas le cœur de la stratégie actuelle de la société, mais également qui avaient une valeur nulle dans les comptes de la société. Et donc, en transférant ces brevets, on a la possibilité, grâce à la JV, de les exploiter davantage. Et par ailleurs, on a récupéré 44% du capital de la société, de la JV, et qui a augmenté la valeur des actifs de la société. Et donc, je vais revenir dessus plus loin dans les slides. Et donc, on atteint finalement un résultat net de 2,8 millions d'euros positif par rapport à une perte l'année dernière de 6,2 millions. Donc, s'agissant du bilan, comme je l'évoquais sur l'opération Tasly, ce que l'on voit en fait, c'est qu'on a une hausse des actifs de la société de 22% et un enrichissement de la société et de ses actionnaires. Et particulièrement cette opération financière, et on le considère une très bonne opération financière parce que ça nous a permis à la fois d'externaliser de la valeur pour la société et pour l'actionnaire, puisque aujourd'hui, comme vous voyez, sur la ligne société mise en équivalence, on a une valeur consolidée des titres que l'on possède dans la JV de 6 millions d'euros, sachant que cette valorisation, c'est une valorisation sur une base consolidée, donc qui prend en compte des éliminations comptables d'Interco. Mais si vous regardez, et c'est là qu'est la juste valeur de ces titres, c'est au niveau de la société mère, Monakea SA, ces titres sont valorisés quasiment 14 millions d'euros au 30 juin. Alors là, vous ne le verrez pas parce qu'on ne publie pas des comptes sociaux, mais on le verra lors des annuels. Et donc aujourd'hui, cette valorisation est très élevée et donc on a un réel enrichissement de la société et de ses actionnaires. Et donc je pense que c'est un point important à souligner, compte tenu de la valorisation et au regard de la capitalisation aujourd'hui de la société, puisque ces titres sont valorisés, représentent en tout cas la moitié de la capitalisation boursière de Monakea, ce qui peut paraître comme une espèce d'anomalie, ou en tout cas le marché n'a pas vraiment intégré cet actif et qui est amené à croître dans le futur au fur et à mesure des profits constatés par la société. S'agissant donc du passif, il augmente donc de manière similaire aux actifs et notamment lié à l'augmentation des capitaux propres, puisque nous avons reconstitué de manière assez partielle nos capitaux propres grâce aux bénéfices réalisés sur le semestre. Et donc, on passe à un déficit de 20 millions d'euros au premier semestre 2022 à un déficit de 16 millions d'euros. S'agissant du flux de trésorerie, on observe un flux de trésorerie opérationnel positif de 2,9 millions d'euros sur le premier semestre, qui est lié quasiment exclusivement à notre résultat net, puisque ensuite, si vous voyez les deux lignes entre les deux, d'éléments non cash et de variation du BFR, elles se compensent, puisque les éléments non cash éliminent notamment les écritures liées à la plus-value de cession des brevets vers Tasly, et qui sont compensés par la variation de BFR positif liée à l'encaissement des paiements de la JV. S'agissant des flux de trésorerie des financements, on a eu une augmentation de capital assez légère sur le semestre, qui est liée à la ligne d'equity line qui est en place avec Vester Finance et limitée à 11% du capital et qui nous a permis donc de lever un peu d'argent sur le marché. Au total, on a une trésorerie nette au 30 juin de 6,3 millions d'euros, donc en amélioration de 1 million d'euros par rapport à l'année dernière, et qui nous confère une visibilité financière jusqu'à juin de l'année prochaine. Donc, je laisse maintenant Sacha conclure sur les perspectives. Merci, Com. Donc, premier point, nous sommes une société de technologie médicale avec bien sûr une valeur clinique très forte, et donc il y a un certain nombre d'essais cliniques qui sont toujours en cours, quel que soit le moment de la vie de la société. Il se trouve qu'en ce moment, on est dans un moment de grande convergence,
il y a des grandes études, certaines dont nous avons très peu parlé, parce qu'on était très focalisé sur certaines choses. Et donc, je voulais faire un petit point là-dessus. On a l'étude multicentrique en pneumologie interventionnelle en combinaison avec le Monarch de Johnson & Johnson, qui est en cours de finalisation. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il se trouve que dans le domaine de la pneumologie interventionnelle, où vraiment il y a un foisonnement d'applications, on attend des publications importantes sur des applications dont on reparlera, en particulier le suivi de patients post-transplantation pulmonaire. Ça, c'est une application extrêmement intéressante sur laquelle nous avions travaillé avec un essai multicentrique très, très positif mené par la Mayo Clinic à Jacksonville il y a quelques années. Et pour résumer l'intérêt de la technologie pour cette application, c'est que les patients qui ont eu donc, une transplantation des poumons sont bien sûr sujets à une réjection chronique. Ils prennent des immunosuppresseurs pour ça, mais ils sont à risque de réjection aiguë. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut réagir très vite parce que l'issue peut être fatale. Et bien pour cela, il faut prendre des biopsies. Les biopsies sont dangereuses pour ces patients. Parfois, elles sont même contre-indiquées parce qu'ils sont, par exemple, sous anticoagulants. Il a été prouvé donc, dans un premier grand essai clinique il y a quelques années que le Cellvizio permettait de caractériser donc, les tissus bronchiques et de dire qu'il y avait ou non réjection aiguë. Et un nouvel essai, cette fois-ci mené par le CHU de Toulouse, donc on est très fiers de ça, et va bientôt être publié avec des résultats que l'on pense être très positifs. Et donc, c'est un marché qui peut s'ouvrir, qui est un marché très ciblé, assez facile donc, à adresser, avec en Europe, par exemple, peut-être une cinquantaine de grands centres de transplantation pulmonaire qui sont bien sûr déjà au courant de ce qui est en train de se faire. Donc voilà, on en dira plus lors de la publication, bien sûr, mais on attend ça avec impatience. Et puis, pareil, dans le domaine des maladies interstitielles diffuses, qui sont très nombreuses dans les poumons et qui sont très dures à diagnostiquer, il y a une technique de biopsie, dite de cryobiopsie, qui permet de prendre beaucoup plus de tissu qu'une biopsie dans les poumons. Elle est très difficile à utiliser parce qu'elle est dangereuse si elle n'est pas guidée correctement. Et bien là, on attend les résultats d'une grande étude qui montre justement que le Cellvizio peut guider de façon très précise la cryobiopsie. Voilà, pas mal de beaux résultats cliniques. Alors, de façon très importante, on a fait de gros progrès sur notre roadmap intelligence artificielle. On a soumis à la FDA donc, une demande de ce qu'on appelle une Q-Sub, c'est-à-dire des interactions avec la FDA pour parler de la roadmap réglementaire et ensuite rapidement soumettre une demande d'accord réglementaire. Donc, on a soumis ça à la FDA. On aura une interaction avec la FDA au mois de novembre. Et donc, on a fait un gros travail et on avance. On est très content de ce qui est en train de se faire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Enfin, on travaille toujours, bien sûr, sur le remboursement. On a une interaction avec la Haute Autorité de Santé sur le remboursement pour les kystes du pancréas, qui continue à être pour nous une application avec une proposition de valeur absolument extraordinaire. Je vous rappelle quand même les tenants et les aboutissants. La plupart des patients qui sont opérés du pancréas, c'est-à-dire qu'on leur retire soit une partie du pancréas, soit une partie du pancréas et d'autres organes dans l'abdomen, eh bien, ces patients, pour la plupart, n'ont pas de kyste malin ou à potentiel malin, mais un kyste bénin. Et donc, ils ont été opérés pour rien. Et il y a une récente publication dont on reparlera sûrement, italienne, par des grands chirurgiens, qui voulaient faire un point là-dessus pour savoir si les choses avaient évolué positivement. Et on arrive à ce résultat absolument dramatique, que 84% des diagnostics posés avant l'opération étaient faux. Donc, on a ici une proposition de valeur très forte, malheureusement avec toujours des interactions qui prennent énormément de temps avec les autorités françaises. Ça reste vraiment très, très frustrant, mais on a bon espoir de pouvoir obtenir le remboursement en France pour les kystes du pancréas. Et je rappelle que c'était la Caisse nationale d'assurance maladie elle-même qui avait saisi la Haute Autorité de Santé sur ce dossier qu'elle jugeait à l'époque, au moment de la saisie, juste avant le Covid, très intéressant justement pour le système de santé français et bien sûr les patients opérés pour rien. L'année prochaine, on aura aussi beaucoup de choses. En particulier, on a une grande étude au Japon très importante sur le cancer de l'estomac qui est sponsorisée à la fois par le ministère de la Santé à travers une subvention pour le National Cancer Center Hospital, qui est vraiment
peut-être le meilleur hôpital du monde pour le dépistage du cancer de l'estomac et d'autres cancers, le cancer colorectal en particulier. Donc ça devrait arriver l'année prochaine. Et puis, on a la très grande étude sur les kystes du pancréas américaine qui s'appelle CLIMB, une étude gigantesque sur 500 patients avec 10 centres. On en est quasiment à 400 patients recrutés. Il y a déjà eu des publications intérimaires et énormément de communication par l'investigateur principal, le professeur Krishna, et tous les gens qui participent à l'étude. Et on sait de nos interactions avec les acteurs américains sur ce domaine que voilà, l'étude CLIMB sera l'étude définitive qui devrait nous faire passer du côté du standard of care, en sachant qu'on a déjà le remboursement pour cette application. Donc voilà, un gros espoir là-dessus. Donc vous voyez, ça c'est un peu quelques exemples de l'activité clinique et des échéances qui doivent arriver, donc avec un beau news flow associé et des opportunités de marché associées qui sont très bonnes. Donc voilà, donc en conclusion, je crois qu'on peut dire que depuis qu'on a annoncé ce repositionnement stratégique et les actions associées, on a vraiment délivré sur nos promesses. Croissance des ventes aux États-Unis notamment, mais pas uniquement. Augmentation du levier opérationnel grâce à l'amélioration de la productivité de la force de vente, nouveaux marchés, mais aussi bien sûr signature d'un partenariat important avec Tasly, donc opérationnalisation de la JV, rentrée d'argent non dilutif provenant de cet accord. Et puis, encore une fois, milestone clinique très important. On en reparlera, mais sur les domaines des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, sur cette application passionnante et énorme potentiellement sur les intolérances alimentaires qui ne peuvent être visualisées que par l'imagerie fonctionnelle offerte par le Cellvizio. Et donc aussi la focalisation sur des nouveaux domaines technologiques, et en particulier l'intelligence artificielle, mais aussi l'imagerie moléculaire avec le travail avec Telix et On Target Labs qui continue. Voilà, donc très clairement une visibilité accrue pour la plateforme Cellvizio, pour Mauna Kea, et je pense de la valeur apportée assez significative pour nos actionnaires, même si malheureusement on continue à avoir une pression vendeuse importante sur le titre, ce qui est dommage, et ce qui finalement dessert tout le monde. Voilà, sur ces belles paroles, on va maintenant faire une petite séance de questions-réponses. Alors, on a des questions par exemple sur, bien sûr, la propriété intellectuelle. Donc, comment est-ce qu'on se protège contre les risques associés à la propriété intellectuelle, en particulier en Chine? On se protège de plusieurs manières différentes. On est évidemment très, très vigilant là-dessus, à la fois contractuellement, mais aussi par nos brevets, par des actions qui peuvent être menées aussi contre des gens, des sociétés en Chine qui pourraient être contrefactrices du Cellvizio. Et je rappelle que nous n'avons transféré que certains droits de propriété intellectuelle et en termes de technologie, bien sûr, le cœur technologique du Cellvizio reste fabriqué ici dans nos locaux à Paris et ne sera pas fabriqué en Chine. Sur les revenus, alors il y a en particulier sur la reconnaissance des revenus de la JV et des licences, il y a effectivement, comme on l'avait annoncé au premier semestre lors du chiffre d'affaires, une partie one-off, et puis ensuite il y a une partie récurrente sur 12 trimestres, donc qui a été reconnue pour le moment au premier semestre. Et bien sûr, nous travaillons non seulement à d'autres accords potentiels avec d'autres partenaires, mais aussi à renforcer nos accords avec Tasly et voir si on peut continuer sur d'autres domaines avec eux. Voilà, on nous demande des questions sur nos perspectives. Je pense qu'on y a répondu. Elles sont bonnes selon nous, encore une fois, avec une douzaine de discussions actives avec des acteurs majeurs de la medtech, de la pharma. Et donc, on est aujourd'hui confiant sur le fait que notre repositionnement stratégique et l'amélioration opérationnelle globalement de la société étaient
des très bonnes choses et donc on avance dans la bonne direction. Une question intéressante sur la politique de cybersécurité. C'est une très bonne question et c'est un sujet important avec des polices d'assurance qui coûtent de plus en plus cher et qui nous obligent, comme toutes les sociétés, bien sûr, mais nous n'avions pas attendu cela avant de faire ça, à donc tout un ensemble de mesures pour se protéger. On a un directeur de système informatique ici qui est avec nous depuis une quinzaine d'années, qui fait un travail exceptionnel, qui fait qu'on n'a jamais eu de problème, même s'il y a eu de nombreuses attaques. Toutes les sociétés sont attaquées à un moment ou à un autre. Donc, on a mis en place tous les systèmes qui permettent de se protéger contre ça. Sur une question sur les cibles de nos futurs partenariats, assez large, c'est-à-dire que ça peut être des zones géographiques variées, même si bien sûr, j'entends par là que les sociétés avec lesquelles on discute peuvent être dans des zones géographiques variées, mais les marchés sont mondiaux, donc peu importe que la société soit aux États-Unis, en Europe, en Océanie ou en Asie. Et sur les secteurs, ben ça on en a pas mal parlé, on a plusieurs secteurs qui sont à très fort potentiel, que ce soit par exemple avec Telix, la chirurgie oncologique en urologie ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin dans la gastro, etc., etc. Alors, on nous demande quand est-ce qu'on peut espérer voir le cours de l'action remonter. Eh bien, quand bien sûr, non seulement les gens qui jouent sur le cours d'action quotidiennement le feront moins et auront, on espère, grâce aux résultats qu'on apporte aujourd'hui et qui font suite à une série ininterrompue depuis 18 mois de bonnes nouvelles pour la société, eh bien, montreront que la société peut accéder à des valorisations beaucoup plus importantes quand ces gens-là auront confiance là-dessus. Et bien sûr, nous travaillons à aussi faire revenir des investisseurs institutionnels ou justement des partenaires corporate dans le capital de la société pour augmenter sa valeur. On nous pose une question sur l'adoption de notre technologie en Europe et le fait que finalement la technologie ait du mal à être adoptée. Alors, c'est d'une certaine façon vrai. L'adoption en Europe dépend beaucoup, par exemple, des politiques de remboursement des systèmes de santé européens qui sont tous différents dans chaque pays. Donc, on a eu des actions dans différents pays, en particulier la France, qui est notre pays. Et c'est vrai que le fait que le système de santé français ait vraiment tout fait pour ne pas nous aider, eh bien, ne nous aide pas à l'international. Maintenant, j'aimerais quand même souligner que, par exemple, dans le domaine des kystes du pancréas, il y a 30 utilisateurs réguliers donc dans les hôpitaux et les cliniques françaises qui trouveraient cela pas éthique de faire une observation d'un kyste du pancréas sans le Cellvisio. Donc, voilà, on a une base d'utilisateurs solides sur laquelle on va s'appuyer pour améliorer justement l'adoption en Europe. Et on regarde aussi d'autres possibilités de développement de marché, en particulier avec cette histoire très intéressante d'intolérance alimentaire qui pourrait être une méthode d'accès au marché différente, sans remboursement, avec des patients qui seraient prêts à payer de leur poche, des patients en particulier qui souffrent depuis des années de maux de ventre divers et variés sans aucun diagnostic posé, parce que justement leurs intolérances ne peuvent être détectées. Voilà. Question sur nos principaux concurrents. Les principaux concurrents sont plutôt, comme vous le soulignez, des gens qui ne font pas la même chose que nous, mais qui ont des technologies qui sont des technologies déjà installées depuis des dizaines d'années. Et donc, c'est le status quo, finalement, qui est notre concurrent. Donc, typiquement, des gastroentérologues qui vont regarder l'œsophage toujours avec leurs mêmes endoscopes et considérer qu'ils font un bon travail, alors même que 91% des patients qui ont un cancer de l'œsophage n'ont jamais eu de diagnostic de pré-cancer de l'œsophage, qui est pourtant facilement détectable avec notre technologie. Donc, vous voyez, on se bat effectivement toujours contre le status quo, mais on a des très bons résultats, en particulier aux États-Unis, qui montrent qu'on fait des progrès là-dessus.
Alors, on nous demande s'il y a un intérêt à travailler avec d'autres sociétés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui, et on discute avec d'autres sociétés. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible, donc de s'adjoindre les services éventuellement de sociétés qui ont déjà soit des briques technologiques, soit d'autres choses qui nous intéressent. Donc, on a une activité aujourd'hui très, très nourrie dans ce domaine-là, avec notre CTO, Frédéric Banegas, qui fait un travail remarquable dans ce domaine, qui a une grande expérience ayant été un des cofondateurs de Intrasense, qui fait de l'IA aussi pour la radiologie, et ensuite chez Quantum Surgical. Donc voilà, on avance maintenant avec, on espère, un turbo sur tout ce qui touche autour de l'IA. Voilà, concernant notre visibilité financière sur laquelle on nous pose des questions, voilà, nous avons déjà pas mal parlé de ça et nous travaillons bien sûr aux meilleures solutions de financement pour la société. On a financé la société avec un partenariat stratégique avec Tesly. On continue à travailler, comme on l'a dit, sur d'autres partenariats stratégiques et on est confiant sur le fait qu'on peut attirer des financements significatifs de la part de partenaires stratégiques pour transformer l'essai encore une fois et améliorer encore notre visibilité financière et surtout le profil financier de la société. Voilà, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions sur à peu près tous les pans de la société. Donc, merci encore pour votre attention. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour les prochaines communications de la société dans quelques semaines. Merci beaucoup Sacha, merci Com, et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire de présentation des résultats semestriels de Mauna Kea. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.